Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo qui risque d'être un peu douloureuse pour certaines personnes, mais elle est nécessaire. Alors dans cette vidéo, il y aura des cas concrets, mais par respect, j'ai modifié les noms et les lieux. Si d'aventure vous pensez reconnaître une personne, surtout ne marquez pas son nom dans les commentaires. Alors le but de cette vidéo bien sûr est d'apporter des informations, de rectifier des fausses vérités, absolument pas de juger, de diffamer ou de condamner. Donc aujourd'hui, nous allons parler de YouTube et plus précisément des chaînes YouTube qui sont dédiées à la Thaïlande. Donc on va attaquer avec les chaînes YouTube dédiées à la Thaïlande, voir celles qui sont dans la légalité, celles qui flirtent dangereusement avec la légalité et celles qui mettent dangereusement en danger leurs propriétaires vis-à-vis de la législation en Thaïlande. Allez, on ne traîne pas davantage, on attaque directement le premier point. Alors, on va commencer par quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais la notion de travail en Thaïlande, du moins au niveau de la législation, n'est pas du tout la même que ce que vous connaissez en Europe. En effet, selon l'Alien Working de 2008, le travail en Thaïlande est défini comme toute activité utilisant de l'énergie ou des connaissances avec ou sans rémunération. En langage clair, dès que vous faites une activité en Thaïlande, même sans être payé, c'est considéré comme du travail. Mais bon, rassurez-vous, tout n'est pas interdit, on va le voir dans la suite de la vidéo. Sinon, la plupart des étrangers, ils auraient déjà fait leur bagage et ils seraient rentrés chez eux. Néanmoins, le travail, même non rémunéré, est quand même surveillé. Par exemple, vous voulez faire du volontariat, il vous faudra un visa volontaire. Vous voulez faire éventuellement un stage rémunéré auprès d'une entreprise, il vous faudra sans doute un visa étudiant. Sauf éventuellement pour du bénévolat de courte durée, à ce moment-là, ça peut passer avec un visa touristique. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet, on va parler un petit peu des chaînes YouTube dédiées à la Thaïlande. On va commencer par les chaînes YouTube qui restent tout à fait légales. Vous avez vu pas mal de chaînes qui sont légales, celle que vous suivez actuellement est également légale, donc ce sont plutôt des chaînes qui partagent des contenus, par exemple un retraité qui partage un petit peu sa vie en Thaïlande, les restaurants où il va, les promenades qu'il fait, il présente son environnement, ou pourquoi pas une chaîne d'information comme je le fais, où je donne des informations, où je donne un petit peu mon point de vue, mais l'essentiel c'est que pour chacune de ces chaînes YouTube, il n'y a absolument rien à vendre derrière. Donc des chaînes YouTube de partage et d'information sans avoir de produits dérivés qui sont en vente ou des services qui sont proposés sur cette chaîne ou même de la publicité qui est faite, par exemple pour les établissements que vous visitez, les hôtels où vous dormez, les restaurants où vous mangez, enfin donc rien de tout ça. D'accord, je sais ce que vous allez me dire. Olivier, à partir du moment où tu as plus de 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube, tu peux mettre des publicités et tu vas toucher de l'argent par YouTube pour tes publicités. Je confirme, à partir du moment où vous avez plus de 1000 abonnés, vous pouvez générer des revenus avec YouTube. Mais en règle générale, les autorités thaïlandaises se foutent un petit peu que vous puissiez générer des revenus à partir de votre chaîne YouTube. Je parle bien de revenus AdSense, donc des publicités mises par YouTube, puisque généralement ça représente une somme relativement minime, vraiment insignifiante. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais vous montrer ce qu'a généré ma chaîne YouTube depuis 9 ans. Pas tout à fait 9 ans. Le 30 mai, il y aura exactement 9 années que j'ai ouvert cette chaîne dédiée à l'expatriation en Thaïlande. Nous voilà sur ma chaîne YouTube, on va pas perdre de temps, je vais monter directement ici en haut à droite et je vais vous montrer directement donc YouTube Studio. Vous allez voir tout de suite mes revenus. On est donc ici sur mon tableau de bord. On va directement ici dans données analytiques, vous voyez sur la gauche, données d'analyse. Et voilà mes revenus pour les 28 derniers jours. Alors un petit peu hors sujet, mais élément très important quand même, avec une thématique comme la Thaïlande, vous allez vous retrouver avec des vues en dents de scie. Donc chaque fois que vous allez publier, il va y avoir un pic de vues, et puis le lendemain, sur lendemain, ça va chuter, et vous allez regarder, on le voit bien ici, si vous ne publiez rien, automatiquement vos vues et vos revenus vont tomber au plus bas. Une thématique comme la Thaïlande va vous obliger à publier régulièrement et sans cesse du contenu si vous voulez avoir des pics qui se maintiennent sans avoir spécialement des revenus qui soient exceptionnels. Donc beaucoup de travail, très peu de revenus et le fait de devoir publier énormément de vidéos, vous risquez de ne pas vous renouveler, de devenir un peu lassant à la longue. On va voir tout de suite mes revenus depuis 9 années. Donc on monte ici en haut à droite, depuis toujours. Donc voilà, depuis toujours, je vais cliquer sur revenus. Voilà, 7 385 $ et 66 cents pour 9 années. Alors pour ceux qui voudraient faire le calcul, 7 385 $ sur 9 années, ça veut dire grosso modo 68 $ par mois.
Ben oui, divisé par 9 pour une année, divisé par 12 pour l'avoir par mois, ça fait 68 $ par mois, donc à peu près un revenu de 2580 bahts, 2580 bahts par mois durant 9 années. C'est pas avec cette somme que vous allez vivre confortablement en Thaïlande. Alors, vous l'avez compris, avoir une chaîne dédiée à la Thaïlande, ce n'est absolument pas rentable tant que vous restez dans la légalité. Alors, il y a des petites options supplémentaires, par exemple, de faire des demandes de dons, des petites cagnottes comme ça, pour les abonnés qui vous apprécient, ils peuvent vous supporter et envoyer des petits dons régulièrement. Ça, la Thaïlande va pas trop s'en occuper à ce niveau-là. Il y a également le système de faire des petits liens d'affiliation discrets pour un site de rencontre, ou alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Il y a pour des agences de visa qui sont situées en France. Enfin voilà, il y a deux, trois petits liens d'affiliation. De temps en temps, un petit lien Amazon, par exemple, avec la caméra que j'utilise ou le micro que j'utilise. Voilà, des petits trucs qui permettent de grappiller quelques euros à gauche, à droite, mais qui ne génèrent pas des sommes suffisantes que pour dire d'avoir un contenu confortable et dire de tomber un petit peu entre les griffes des autorités thaïlandaises. Alors là où ça devient dangereux, c'est pour ceux qui sont vraiment borderline, mais vraiment out of borderline. Hein. Ça, c'est qu'ils sont vraiment même pas dans la zone grise, parce que faut que je fasse un tuto sur la zone grise en question. Il y en a qui englobent pas mal de choses illégales dans cette zone grise. Donc voilà, ceux qui produisent du contenu numérique et qui le mettent en vente directement depuis leur chaîne YouTube ou via des sites internet qui sont reliés à leur chaîne YouTube, voire même ceux qui propagent leurs propositions sur plein de réseaux sociaux avec des liens qui emmènent vers YouTube, qui emmènent vers des sites internet, qui emmènent vers des pages de vente et autres. Là, on est carrément dans l'illégalité. L'illégalité, elle est très simple, je vous donne quelques exemples. Créer des e-books sur la Thaïlande, comment s'expatrier, quelle île visiter, comment, enfin n'importe quoi. Tout ce qui est lié à la Thaïlande, à ce moment-là, vous êtes dans l'illégalité puisque vous créez un contenu depuis la Thaïlande et vous le vendez depuis la Thaïlande. Et j'ai vu des chaînes qui ne se limitent pas à proposer des e-books, on propose également des rendez-vous en ligne, des consultations en ligne où on peut discuter pendant une demi-heure, pendant une heure et on est rétribué pour faire ce genre de choses. C'est tout à fait illégal, sauf bien sûr si on a une société en ordre et un permis de travail, ça ne pose aucun problème. Donc, vendre des e-books, vendre des consultations en ligne, vendre des formations, faire de l'affiliation, en fin de compte, donner des services, proposer des conseils et ensuite diriger les gens vers tel avocat, vers tel agent immobilier, des choses pareilles, sur laquelle on va toucher une commission. Ben là, oui, effectivement, c'est totalement illégal et c'est même totalement considéré comme un travail par les autorités thaïlandaises. Donc, qui dit travail, dit automatiquement permis de travail. Oui, je vous entends jusqu'ici, vous allez me dire, Olivier, tu te plantes carrément, parce que la plupart des gens qui font ça, ils ont une société. Ils ont une société qui est légale, qui est enregistrée, qui a été créée en dehors de la Thaïlande. Parce que là, c'est la grande mode, et là, je pense qu'il faut que je casse un petit peu le mythe des sociétés que je vais nommer offshore, donc hors de Thaïlande. Alors, qu'en est-il exactement ? Vous savez qu'il est tout à fait possible de nos jours, avec Internet, de créer une ligne dans certains pays qui sont peu regardants. Des pays qui sont en Europe, des pays qui sont dans la Caraïbe, des pays qui sont en Asie. Il y a même un État aux États-Unis qui le permet. Donc voilà, vous contactez une société qui se trouve dans un de ces pays, vous lui envoyez l'argent, quelques centaines d'euros, c'est pas énorme, vous lui envoyez de l'argent et la société en question, le groupe en question qui s'occupe de votre cas va régler tous les papiers, il va même vous ouvrir un compte en banque, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer dans le pays en question, ils font tout pour vous, ils vous trouvent une adresse officielle, ils vous enregistrent auprès des autorités, donc vous avez un numéro de société officiel et ensuite vous pouvez même avoir l'ouverture en banque, enfin tout ce dont vous avez besoin, ils vous trouvent même l'homme de paille ou la femme de paille, respectons un peu les égalités, donc il vous trouve un homme ou une femme de paille si nécessaire, si par exemple la loi du pays dans lequel vous ouvrez votre compagnie l'exige. Donc vous vous dites super, j'ai par exemple ma société qui est basée en Irlande, donc voilà, toutes mes factures, tout ce qui est mention légale sur mon site internet, j'ai mon numéro de registre, j'ai reçu un numéro officiel, super, je le mets directement, et là, je peux bosser. Mais où avez-vous vu que vous pouvez travailler légalement en Thaïlande en ouvrant une société offshore? Donc c'est tout simplement un contournement de la loi. Vous résidez en Thaïlande depuis 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 8 ans, peu importe. Vous êtes résident en Thaïlande. Vous travaillez en Thaïlande. Vous travaillez même avec des produits de la Thaïlande, des services liés à la Thaïlande, des images liées à la Thaïlande. Et puis vous dites, bah oui, j'ai créé une société à tel endroit ou à tel endroit, directement en ligne. Et puis je suis tranquille, j'ai ma société qui est dans un coin peinard, donc je bosse, je facture tout directement là-bas. Je reçois mon argent directement en Thaïlande.
Thaïlande ou éventuellement sur mon compte dans un autre pays, je le transfère directement en Thaïlande. Enfin voilà, je déclare ou pas mes revenus dans le pays où j'ai installé ma société. Je ne déclare rien en Thaïlande, je ne déclare rien dans mon pays d'origine, ni vu ni connu. Je suis tranquille, je suis en toute légalité. Là, bonjour les dégâts si vous avez un contrôle, parce qu'il n'y a rien à faire, vous êtes tout à fait hors la loi. Vous êtes en Thaïlande, vous travaillez en Thaïlande, vous résidez en Thaïlande, vous utilisez l'image de la Thaïlande, tout ce que vous proposez est rattaché à la Thaïlande, et puis vous allez dire, oui, j'ai une société à tel endroit, donc voilà, je suis tranquille, je peux continuer à bosser tranquille, sans permis de travail et sans créer de société. Mais là, vous vous mettez le doigt dans l'œil, mais alors, plus que jusqu'au coude. Quand ils vont vous tomber dessus, ça va vous coûter très cher. Mais c'est pas tout, attendez. Le pire, j'ai vu dernièrement, parce que je suis les gens un petit peu de loin, je vais quand même gratter un peu plus loin, parce que il y a quand même des règles à respecter si vous êtes en Thaïlande. Si vous vendez en ligne, il faut déjà respecter les normes thaïlandaises. Et si vous vous adressez à une clientèle en France, en Belgique, en Suisse ou n'importe où en Europe, vous êtes obligé de respecter les normes européennes. Donc, avoir des mentions légales, avoir des conditions générales de vente, des conditions sur les cookies, la protection des données, il y a des normes à respecter. La majorité des gens que j'ai vus sur Internet et qui vendent de manière illégale leurs prestations sont de plus en totale incohérence et en totale illégalité par rapport aux normes européennes et aux normes thaïlandaises sur la vente en ligne. Le pire, ça reste quand même, je vais pas le citer, mais une personne qui a créé une société offshore, évidemment, qui n'existe plus depuis août 2024. Donc, on va arriver à combien 8 mois sans avoir de société légale. Or, il continue à bosser au nom de cette société avec ce numéro de société qui apparaît dans les mentions légales. C'est une folie. Non seulement c'est une folie pour lui, mais c'est une folie également pour ses partenaires thaïlandais qui sont également apparents et visibles dans ces mentions légales. Donc on va voir rapidement les risques que vous prenez en bossant de cette manière et juste après on va voir comment fait l'immigration et d'autres services pour justement aller à la chasse des fraudeurs. Et croyez-moi qu'en l'an 2025, ça va faire très mal puisque justement tout ce qui est vente par Internet est dans le collimateur directement des autorités à ce jour. C'est le grand programme et ça va faire très mal. À mon avis, ils vont devoir prendre quelques personnes comme exemple, histoire de montrer qu'ils serrent un peu la vis, qu'il n'est plus question de zone grise en Thaïlande. Et là, effectivement, ceux qui vont se faire choper risquent de payer le prix fort. Alors, vous allez me dire, Olivier, il faut pas trop dramatiser. Si quelqu'un travaille illégalement en Thaïlande, il va devoir payer une amende. Ensuite, on va lui demander de quitter le pays. Des fois, il aura 7 jours pour quitter le pays. Et puis, il sera blacklisté peut-être sur 1 an. Après, il pourra éventuellement revenir ou recommencer sa vie dans un autre pays. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour des petits cas, ça ne devrait poser aucun problème. Le paiement de l'amende, l'expulsion éventuelle, c'est même pas encore certain. Ça peut être juste une amende à payer et on reste dans le pays, on se tient à carreau et on peut continuer sa petite vie. Mais enfin, c'est quand même prendre de gros risques par rapport surtout aux gens qui ont déjà une vie de famille, une femme, une copine, qui sont bien implantés. Et de tout risquer de cette manière juste pour gratter quelques revenus sur YouTube, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais bon, ça ne se limite pas à ça, parce que là, on parle de petits youtubeurs qui peuvent peut-être vendre des e-books ou des choses pareilles. Mais il peut également y avoir des gens qui ont des plus grosses activités. Et à ce moment-là, c'est pas seulement l'immigration qui va vous tomber dessus. Vous risquez également d'avoir le ministère des Finances, le Revenue Department, qui vous tombe dessus, parce que l'argent que vous avez gagné de manière illégale, non déclarée en Thaïlande, c'est une fraude fiscale caractérisée. Et ce n'est pas un cas unique, il y a déjà des Occidentaux qui se sont retrouvés en détention provisoire pour travail illégal. Alors, ce que vous risquez, si effectivement c'est l'immigration, bon, logiquement, ce sera une amende avec une expulsion, mais si le Revenue Department met son nez dans l'affaire, c'est déjà que c'est une grosse affaire. Si vous attaquez effectivement pour une fraude fiscale avérée, là, c'est plus problématique. Premièrement, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vous mettent en détention provisoire, parce qu'ils se disent, le gars, s'il sent que ça tourne mal pour lui, il risque de trouver des solutions pour foutre le camp. Donc, on confisque le passeport, on le met en détention en attendant son procès, et ces détentions, ça peut durer des fois plusieurs mois avant que le procès soit activé. Vous passez au tribunal, et là, vous serez éventuellement condamné à de la prison, mais généralement, vous pourriez vous en sortir avec une amende. Enfin, j'espère pas de prison, parce que pour de la fraude fiscale caractérisée, ça peut aller de 3 mois à 7 années de prison. Là, ce serait invivable. De plus, vous pensez bien que le Revenue Department va commencer à dire, voilà, on a estimé que vous avez fraudé pour autant, vous deviez normalement nous payer autant, et vous allez devoir payer plusieurs fois le montant de cet argent détourné.
ça risque de représenter des sommes qui sont assez colossales. Et si vous n'avez pas les moyens de payer tout de suite, vous restez en prison ou en centre de rétention jusqu'au moment où vous aurez payé la totalité de vos amendes. Alors si le but c'est de dire je fraude en Thaïlande, je garde mon argent planqué dans une société offshore, et puis quand ça tourne mal, ils m'expulsent, je récupère mon pognon. Ah non, ça marche pas comme ça. Vous allez vous retrouver en centre de rétention. Ils vous donneront les moyens, ne vous en faites pas, de rapatrier tout l'argent qui est sur votre compte offshore pour le ramener directement en Thaïlande. Et ensuite, une fois arrivé sur votre compte en Thaïlande, ils vont le saisir. Et après, une fois que toutes les amendes seront payées, vous pourrez ensuite être expulsé et bien sûr être blacklisté. Alors bien sûr, si vous avez investi dans des biens en Thaïlande, faites une croix dessus, c'est perdu. Ah oui, autre chose au niveau des peines, la Thaïlande a signé pas mal d'accords fiscaux avec beaucoup de pays. Ça veut dire que tout ce que vous aurez magouillé ici sera automatiquement envoyé dans votre pays natal et également éventuellement dans le pays offshore dans lequel vous aurez trafiqué un petit peu votre truc, au risque que ces pays se retournent également contre vous par rapport à cette fraude fiscale. Alors avant de passer sur les différentes méthodes utilisées par les services d'immigration, le ministère des Finances et autres pour trouver les fraudeurs, une petite mise au point par rapport à ceux qui fraudent niveau supérieur. Je pense particulièrement aux personnes qui ont par exemple une société offshore, qui l'ont fermée et qui continuent à utiliser cette adresse et le numéro de registre de l'entreprise sur par exemple leur mention légale ou dans leur contrat, parce que là ils risquent super gros. Déjà travailler via une société offshore, c'est pas cool, mais en plus travailler avec une société offshore qui n'existe absolument plus, là c'est un suicide, mais alors monumental. Parce qu'effectivement, vous risquez tous les problèmes que j'ai cités juste avant, mais en plus, vous risquez d'être accusé pour usurpation d'identité commerciale, faux et usage de faux, escroquerie envers les consommateurs. Et là, les sanctions peuvent être encore plus sévères, car il y a une intention délibérée de tromper non seulement les autorités, mais également les consommateurs. Et ce qui me fait rager, c'est que les partenaires officiels, ceux qui ont vraiment une société en Thaïlande, qui sont légalement inscrits, c'est que ces partenaires courent également des risques de s'associer avec une personne qui leur ment. Alors bien sûr, ce sera à ces sociétés de prouver qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils ont vraiment travaillé de bonne foi. Il faudra, si jamais ils ont reversé des commissions, il faudra qu'ils puissent prouver que ces commissions apparaissent bien dans leur comptabilité. Et là, c'est un gros danger, parce que si le ministère des Finances commence à mettre son nez dans les affaires de la société offshore qui n'existe plus, elle va également commencer à fouiller tous les comptes, toute la légalité, toute la comptabilité des sociétés partenaires qui bossent avec ces sociétés fictives. Et une fois que le Revenue Department commence à mettre son nez dans les affaires, c'est jamais bon pour tout le monde. Alors certains vont dire que je dramatise, mais tous les éléments dont je parle ici sont réels, sont concrets, sont marqués dans la loi, donc ce sont quand même des risques que vous prenez. Et je pense qu'une fois qu'on veut s'installer en Thaïlande, avoir une activité qui est légale, qu'on veut bien dormir la nuit et ne pas risquer de se retrouver en prison, de se faire expulser et de payer des grosses amendes, je crois qu'on a intérêt à marcher dans les clous, surtout qu'au niveau de la Thaïlande, les fameuses zones grises, comme on dit, ça fait belle lurette qu'elles se rétrécissent, elles ont quasiment disparu. Alors vous allez me dire, ouais, c'est fini la liberté. Sans doute, oui, fini la liberté de tricher, de tronquer, de manipuler. Mais enfin, le cas est là. Maintenant, les zones grises, ça se réduit comme peau de chagrin. Donc réfléchissez à 2 fois avant de tricher, et on va justement en profiter pour voir un petit peu quelles sont les techniques utilisées par l'immigration et d'autres services pour mettre la main sur les fraudeurs. Alors, petite parenthèse très rapide, je faisais un break parce que là, ça fait déjà un bout de temps que je tourne cette vidéo. J'étais sur YouTube et je découvre une nouvelle chaîne dédiée à la Thaïlande. Alors quand je dis tout nouveau, la vidéo a été publiée hier, c'est la première vidéo et il y a à peine 230 vues, mais en tout cas, ça a l'air d'être une chaîne intéressante. Pourquoi? Parce que cette personne en question, qui m'a l'air d'une personne assez mature, mais pas aussi mature et aussi blette que moi, quand je parle de mature, je parle d'expérience, il a grandi en France pendant 20 ans, il a fait sa scolarité en France, il parle parfaitement français, mais il parle également parfaitement thaïlandais, puisqu'il est métissé, sa maman est originaire peut-être de Phuket, en tout cas sa maman est originaire de Thaïlande. Il a donc grandi en France, il est parti ensuite s'installer au Laos, il a monté une société au Laos, ensuite il est parti en Afrique, il est revenu au Laos et maintenant il s'est installé en Thaïlande, dans la région de Hua Hin, pour profiter du confort, du standing, des hôpitaux privés, des écoles privées, puisqu'apparemment il a également une progéniture. Donc voilà, en tout cas sa première vidéo est assez intéressante, enfin je dois dire il est assez à l'aise devant la caméra. Pour une première vidéo, chapeau.
bonne élocution, bon débit de langage, vocabulaire assez fourni, et il donne des exemples, des anecdotes. On voit qu'il maîtrise assez bien tant la culture française que la culture thaïlandaise. En tout cas, ça m'a l'air d'être une chaîne qui pourrait devenir intéressante. Je vous mets le lien en bas dans la description. Alors maintenant, revenons à nos moutons et voyons un petit peu comment les autorités font pour vous mettre le grappin dessus. Mais déjà, le premier problème qui se présente, ce sont les dénonciations. Ça peut être une copine thaï que vous avez virée, ça peut être un Thaïlandais dont vous prenez le boulot, ça peut être un associé, un partenaire malmené qui a claqué la porte et qui est parti, ça peut être n'importe qui, un client insatisfait. Donc voilà, la personne rédige une lettre anonyme, vous dénonce et là les autorités vont mettre un petit peu le nez dans les affaires et puis advienne ce qu'il adviendra. Mais bon, on parle beaucoup de dénonciation, mais quand je vois la durée pendant laquelle certaines personnes peuvent travailler de manière illégale, je me dis que tout compte fait, il n'y a peut-être pas autant de dénonciations qu'on veut le faire croire sur les réseaux sociaux. Alors le deuxième danger, vous pensez bien, vous faites un business en ligne de manière illégale, la priorité c'est de se montrer le plus discret possible. Or, pour certains business, c'est difficile d'être discret, il faut au contraire être bien présent, voire quasiment omniprésent sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et être présent une fois par semaine, 2 fois par semaine, constamment présent, quitte à faire des shorts, mais omniprésent et faire du matraquage. Plus vous allez faire du matraquage et plus effectivement vous allez être mis en avant et plus facilement vous allez être repéré par les autorités. Alors vous allez me dire, il faudra encore trouver un officier de l'immigration qui parle le français, qui passe son temps sur Internet. C'est loin d'être évident, à mon avis. Ça court pas spécialement les rues. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça ne courait pas les rues avant l'apparition de l'intelligence artificielle. Maintenant, vous allez sur ChatGPT, vous tapez un petit peu dans les moteurs de recherche de ChatGPT, de Gemini ou autres, quels sont, par exemple, les youtubeurs les plus en vue, et vous allez avoir, par exemple, une liste de tous les youtubeurs francophones les plus en vue qui discutent de la Thaïlande. Et vous aurez même une colonne sur le côté où vous aurez tous les liens, toutes les sources qui ont servi à l'intelligence artificielle pour créer cette fameuse liste. Alors oui, vous allez me dire, il y en a certains, ils ont des centaines de vidéos, ils vont pas passer leur temps à visionner une centaine de vidéos. Non, absolument pas. Là, il y a de nouveau l'intelligence artificielle. Vous cliquez et automatiquement, l'IA vous traduit tout ce qui a été dit, elle vous fait un résumé en thaïlandais de tout ce qui est dit. Et si vous peaufinez un petit peu votre recherche en disant, extrais-moi tous les éléments lorsqu'on parle de business, lorsqu'on fait des propositions de formation, ou lorsque la personne semble vouloir vendre un produit, un service ou autre, extrais-moi tout ça et fais-moi un résumé avec les sources. Et l'IA va tout analyser et automatiquement va sortir tout le dossier gentiment à l'officier de l'immigration. Alors effectivement, c'est toujours bien d'apparaître en tête des moteurs de recherche, mais certaines fois, il vaut mieux être discret et ne pas apparaître trop souvent en tête de ces moteurs de recherche. Alors bien sûr, si vous travaillez illégalement sur les réseaux sociaux, vous pensez bien qu'au niveau des preuves, ils n'ont qu'à se servir, ils prennent des copies d'écran et vont pouvoir voir à tel moment vous avez dit ceci, vous avez parlé de telle somme d'argent, vous avez parlé d'autant d'abonnés, vous avez parlé d'avoir vendu autant de formations, vous parlez d'un appartement qui vaut autant, et puis un jour, ils vont débarquer chez vous. Boum, bonjour, c'est nous, voilà, est-ce que c'est vous sur les photos, est-ce que c'est vous sur les vidéos, signez tel papier, et maintenant vous nous suivez. Et là, vous êtes bloqué, c'est fini, il n'y a même pas question de dire, tiens, je vais partir discrètement manger un petit McDo peut-être en France ou ailleurs. Non, là, vous êtes bloqué. Et s'ils ont un dossier sur vous, croyez-moi, ça va être un peu difficile de vous dépêtrer de tout ça. Alors, autre technique de l'immigration également, c'est de vérifier vos flux financiers. Donc, vous avez par exemple un visa étudiant, et puis ils vont se connecter pour voir un petit peu combien vous avez d'argent qui rentre sur votre compte. Alors, vous avez une petite vie miséreuse, entre guillemets, mais on se rend compte que vous avez régulièrement des paiements récurrents qui arrivent de différents endroits à travers le monde et que ça tombe tous les mois, même tous les jours, tous les 2 jours, que vous avez de l'argent qui rentre. Là, ils vont dire c'est pas tellement en cohésion avec le visa, donc du coup, enquête. Mais ce n'est pas tout, l'immigration a également une autre technique, et là je crois qu'ils l'ont déjà employé plusieurs fois à Chiang Mai, c'est de débarquer dans les coworking. Là ils débarquent, ils vous bloquent tout, ordinateur, tout est là, ils commencent à tout vérifier, essayez de leur interdire l'accès à votre ordinateur, vous allez voir comment ça va se passer. Donc voilà, ils ont accès à tout, et c'est comme ça qu'ils parviennent à choper pas mal de digital nomades. Alors évidemment, ils regardent si la personne travaille, ensuite ils vérifient quel type de visa ils ont. Si c'est juste un visa touristique, il n'y a aucun problème, c'est les gars qui sont passés
passage, mais ceux qui trichent avec certains autres visas pour rester beaucoup plus longtemps en Thaïlande et qui bossent en même temps en Thaïlande sans avoir le visa adapté, ben malheureusement, ça risque de se passer mal pour eux. Donc généralement, c'est l'amende et ensuite on leur demande de quitter le territoire. Alors vous avez compris le principe, vous travaillez légalement, faites-vous le plus discret possible. Et question discrétion, bien à certains, c'est pas spécialement le top, hein. Alors vous allez me dire Olivier, mais alors quelles sont les solutions pour travailler légalement, continuer à vendre nos prestations sur la Thaïlande? Comment faire? Alors première solution, et vous vous en doutez, c'est de créer officiellement votre société en Thaïlande, bien sûr avec les contraintes, c'est-à-dire d'avoir un partenaire thaïlandais qui soit majoritaire et également avoir 4 employés thaïlandais pour votre permis de travail. Deuxième solution, travailler en dehors de la Thaïlande. Il y a certains youtubeurs qui pourraient aller au Laos, au Cambodge, au Vietnam ou ailleurs et continuer à vendre un petit peu leur soupe. Ils sont face caméra, ils vendent leur formation, ils vendent leur partenariat et de cette manière, ils travaillent en toute légalité par rapport à la Thaïlande. Alors bien sûr, je ne vais pas vous conseiller le visa DTV. Vous savez, le visa digital nomade, mais c'est dédié à des personnes qui ont déjà une activité en ligne en dehors de la Thaïlande et ensuite qui viennent travailler en Thaïlande, mais pour une société ou pour des activités qui sont hors de Thaïlande. Si vous arrivez à un consulat et que vous dites, ben voilà, je veux un visa DTV et tout mon travail sera concentré sur la Thaïlande, je vais vendre des formations de l'expatriation, je vais vendre des e-books sur la Thaïlande, je vais faire plein d'activités sur la Thaïlande, mais on va vous dire, niet, pas de visa DTV. Le visa DTV ne peut pas concerner des activités liées à la Thaïlande. Si vous voulez des activités liées à la Thaïlande, vous ouvrez une société, vous demandez un permis de travail. Mais bon, le visa DTV, je vais refaire un tutoriel à part qui sera relativement court parce qu'il y a 2 types de visa DTV. Il y a le Work Action justement pour les digital nomades avec pas mal de choses à prouver et on a également le Soft Power, mais là qui ne permet pas de travailler contrairement à ce que certains prétendent. Mais bon, je ferai une vidéo spécialement sur le visa DTV bientôt. Alors bien sûr, cette vidéo est juste là à titre d'information. Je vous mets face aux risques que vous courez si vous gobez un petit peu ce que vous racontent les vendeurs de rêves. Il y a des règles à suivre par rapport à la Thaïlande et je vous dis, en 2025, il va y avoir beaucoup plus de suivi par rapport à tout ce qui est vente en ligne. Les autorités se rendent compte qu'il y a énormément d'argent qui n'est pas déclaré, que ce soit au niveau thaïlandais, au niveau des étrangers. Il y a beaucoup de Thaïlandais qui se sont lancés par exemple sur Line ou sur TikTok où on a enfin la possibilité de vendre des produits. Donc voilà, ils vendent énormément, ils ne déclarent pas spécialement les revenus. Et là, on se rend compte qu'il y a certains influenceurs qui gagnent des sommes faramineuses sans être déclarés. Donc en 2025, ils vont faire un petit peu le ménage dans tout ça. Ils vont à mon avis également épingler certains étrangers, histoire de montrer l'exemple et dire attention, il y a des visas maintenant qui sont adaptés. Soit vous travaillez légalement, soit vous sortez tout simplement du pays. Donc faites bien attention. Il y a peut-être des gens qui sont déjà repérés, il y a peut-être déjà des dossiers qui sont prêts. Ils n'ont plus qu'à aller cueillir les personnes, mais pour l'instant, ils attendent parce que c'est pas le moment. Vous savez, parfois c'est assez surprenant la Thaïlande. Je compare ça, par exemple, au contrôle routier. Vous arrivez en moto, sans casque, sans assurance, mais vous passez à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent juste les ceintures de sécurité sur les pick-up. Donc voilà, tous les autres, ils roulent, ils sont ivres, n'importe quoi, ils s'en foutent, ils contrôlent juste les ceintures de sécurité. Au niveau de l'immigration, mais ils ont des périodes comme ça où ils vont dire maintenant on va sucrer un petit peu au niveau, par exemple, de toutes les personnes qui travaillent illégalement en Thaïlande dans tel domaine d'activité et ils vont rentrer dedans. Ils ont déjà tous les dossiers qui sont prêts, ils savent exactement où aller. Ils vont sonner à la porte. Bonjour, c'est nous. Veuillez nous suivre. Et alors là, c'est fini. Donc cette vidéo, c'est vraiment de l'information. Je le dis et je le répète, faites gaffe à vous. Les zones grises se réduisent énormément. Plus le temps va passer et plus les contrôles vont s'accentuer. Alors toutes les personnes qui rêvent un petit peu de liberté, on fait ce qu'on veut en Thaïlande, l'administration est laxiste, il suffit de payer un petit dessous de table et tout s'arrange. Et croyez-moi, ça c'était la Thaïlande il y a 20 ans d'ici. J'ai connu cette Thaïlande-là, mais actuellement je peux vous dire qu'elle évolue énormément. Et c'est justement parce que je suis en contact avec des gens des visas, les gens des permis de travail, des gens de l'immigration, des gens des douanes. Donc avec nos sociétés, on rencontre régulièrement des gens comme ça, et c'est de cette manière qu'on connaît un petit peu comment les choses fonctionnent et les risques qui peuvent éventuellement arriver pour ceux qui persistent à travailler de manière pas très légale.
Sur ce, je pense que j'ai été relativement long, j'ai essayé de ne pas citer de nom, de ne pas citer de lieu, j'ai essayé de rendre les choses aussi anonymes que possible. Alors les gens qui se senteraient visés, je ne vise absolument personne, je vous donne juste des informations. Si vous êtes concerné par les informations que j'ai données, libre à vous de continuer ou essayer de vous mettre en ordre, ou peut-être d'ouvrir les yeux sur les risques que vous encourez, parce que peut-être aller gratter, contacter peut-être un avocat qui vous dira, ou aller voir l'immigration pour savoir si vous êtes dans les clous, si c'est légal, pas légal, ou ce qu'il faut faire pour justement rester dans la légalité, parce que je vois qu'il y en a quand même qui prennent des risques inconsidérés pour des petits bénéfices, ça n'en vaut peut-être vraiment pas la peine. Bon, je crois que je me suis encore fait plein de copains aujourd'hui. Et c'est pas avec ce genre de vidéo que ma chaîne, elle va exploser. Mais bon, vous pensez bien, c'est le cadet de mes soucis. Je ne vous dérange pas davantage. Je suis toujours actuellement à Chonburi. Je pense que d'ici quelques jours, je vais remonter sur l'œil, retrouver un petit peu les bords du Mekong parce que ça me manque énormément. Quand j'aurai le temps, bien sûr, je referai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à partager en commentaire, à liker, ça c'est une chose importante, mais également à mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez apprécié. J'essaye dans la mesure du possible de répondre à chacun d'entre vous, mais vous pensez bien, c'est du boulot et j'ai parfois d'autres priorités, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Allez, je vous souhaite le meilleur qui soit, on se retrouve très bientôt pour un autre tuto et d'ici la prochaine fois, je vous dis bye bye.